Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode qui va concerner la question de la politisation des accompagnements et notamment une question précise qui est pourquoi c'est important, pourquoi c'est nécessaire, à quoi ça sert, pourquoi c'est important d'avoir une lecture politisée quand on accompagne des individus, quand on est pro de l'accompagnement, qu'on soit coach, qu'on soit thérapeute, qu'on soit sophrologue, qu'on soit naturopathe, etc., consultant, consultante, que sais-je, bref, tous les professionnels de l'accompagnement, les professionnels de la relation d'aide. Pourquoi c'est important d'avoir une lecture politisée des bénéficiaires qu'on accompagne et des thématiques que ces bénéficiaires nous emmènent. Alors j'ai donné toute une masterclass sur le sujet il y a quelques semaines, quelques mois, donc évidemment cet épisode sera moins complet que la masterclass, il faut que je m'occupe de mettre le replay sur le site, parce que paraître un sujet important, ça serait bien que vous puissiez y accéder à cette masterclass. Euh, donc évidemment l'épisode d'aujourd'hui extrêmement complet que la masterclass, parce que la masterclass, elle durait 1 heure et demie. Mais déjà, on va quand même nourrir un peu ces réflexions-là, essayer de voir, voilà, pourquoi c'est important, et, euh, et peut-être te donner quelques pistes de réflexion. J'ai attrapé mes notes sous le nez, parce que je voulais pas m'y perdre, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, si c'est important, quand on est professionnel de l'accompagnement, d'avoir une lecture politisée des bénéficiaires et des thématiques qu'ils nous emmènent, c'est que ça permet évidemment de comprendre les enjeux globaux des bénéficiaires et leurs problématiques, et ça permet d'en comprendre les enjeux systémiques. Alors c'est un truc que tu m'entends répéter matin, midi et soir. Vraiment, c'est peut-être le mot que je dois le plus utiliser sur ce podcast. Mais du coup, donnons un exemple concret, ça évitera de faire 4 heures de théorie. Un exemple. Admettons que tu accompagnes des femmes. Je prends cet exemple de manière volontaire parce que beaucoup d'entre vous accompagnent principalement des femmes pour deux raisons. La première, c'est que des fois, c'est votre ciblage marketing. Et puis aussi parce que c'est surtout les femmes qui sont consommatrices, entre guillemets, de ce type d'accompagnement. Donc, admettons que tu accompagnes les femmes. Bon. En fait, pour accompagner les femmes au mieux, de manière la plus globale, la plus systémique, la plus précise, avec le plus de granularité possible, il faut évidemment comprendre le patriarcat. Si vous accompagnez des personnes racisées, soit de manière entre guillemets exclusive, soit parce que bien entendu ça peut faire partie des bénéficiaires qui viennent vous voir, qui viennent vous consulter, évidemment, il faut comprendre l'organisation raciste de la société. Si vous accompagnez le mal-être au travail, là aussi je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, c'est aussi une partie de mon boulot nécessairement sur les entrepreneurs, mais vous accompagnez le mal-être au travail des entrepreneurs ou des salariés ou les deux, peu importe, il faut que vous compreniez le système de domination au travail, il faut comprendre le système capitaliste dans lequel le travail est pratiqué, entre guillemets, aujourd'hui. Il faut comprendre le système néolibéral dans lequel se retrouvent vos bénéficiaires. Et je ne suis même pas là pour dire est-ce que c'est bien ou mal d'y être. Déjà, encore une fois, je crois que tout le monde connaît mon opinion là-dessus. Et là, en plus, vraiment, l'enjeu, c'est même pas de dire le capitalisme c'est pourri, donc il faut en avoir conscience, outre mon avis personnel, c'est surtout de dire, en fait, c'est un fait. C'est un fait que les bénéficiaires que vous accompagnez, entrepreneurs, entrepreneuses ou salariés, s'ancrent dans un système, en tout cas s'ils pratiquent en France, mais bon, cherchons des pays qui ne sont pas bien concernés par ça, passons, dans un système capitaliste, c'est dans un système néolibéral. Et donc il faut comprendre cette organisation du travail, il faut en comprendre les tenants et les aboutissants, il faut en comprendre les conséquences, parce que sinon vous ne comprendrez pas vraiment la granularité, vous comprendrez pas tous les enchaînements, les liens de cause à effet, les causalités, les corrélations, blablabla, de la problématique qui vous emmène. Okay, si je prends cet exemple-là sur le travail, par exemple, évidemment que la thématique du stress et que la thématique du burn-out, elle prend une toute autre dimension, même si les dimensions ne s'annulent pas entre elles, hein, évidemment. Elle prend une toute autre dimension quand vous la lisez sous l'angle politique. Quand je dis politique, c'est avec un P majuscule, c'est au sens littéral de police de la vie de la cité, d'accord. Ça prend évidemment une toute autre ampleur, une toute autre résonance quand vous lisez la thématique du burn-out, quand vous lisez la thématique du stress au travail, quand vous lisez la thématique de l'épuisement professionnel, à travers le prisme du capitalisme et du néolibéralisme, ok, ou du communisme de l'autre côté, mais c'est pas la situation dans laquelle on se trouve, donc évidemment je parle de ça. Et donc, quand vous comprenez à quel point le système du travail, il est intrinsèquement un système de domination et de hiérarchie, évidemment, vous pouvez faire une autre lecture, pas forcément une lecture différente, mais une lecture plus complète, une lecture qui a plus d'ampleur, une lecture qui a plus de volume que uniquement la lecture psychologique de la thématique de l'épuisement ou du burn-out, qui est bien entendu indispensable et qui,
bien entendu, doit être pris en charge par le corps médical, il n'y a pas de sujet là-dessus, hein. Mais c'est pour dire que ça permet d'avoir une lecture plus ample et donc beaucoup plus de finesse là-dedans. Ça permet aussi, deuxième point que je voulais aborder, donc le premier c'était comprendre les enjeux globaux et systémiques. Le deuxième, en lien avec les exemples que je viens de donner, c'est la levée de la culpabilité des bénéficiaires. Okay, ça permet de les sortir d'un système méritocratique, par exemple, de quand tu veux, tu peux. Hein. Ça permet de leur faire qu'ils se sentent moins seuls dans les thématiques qu'ils vivent. Franchement, combien de femmes vous avez accompagnées, peut-être vous-même, vous êtes concerné, d'accord, qui se retrouvent avec des problématiques de charge mentale, de rapport à leur corps, je pourrais en citer plein, hein, parce que la liste sera pas exhaustive. Et même si j'enlève les cas les plus graves des violences, hein, vraiment, le scénario du quotidien, la charge mentale, la charge domestique, les enfants, le rapport au corps, le rapport à l'alimentation, le fait de ne pas avoir de temps pour soi, d'être fatigué tout le temps, d'être en épuisement chronique. Voilà, on est vraiment sur les thématiques, comment dirais-je, qui reviennent tout le temps, hein, vraiment les thématiques chroniques chez les femmes, etc. Mais évidemment qu'il faut avoir la lecture patriarcale là derrière. Parce que c'est pas un phénomène mystique que les femmes se retrouvent avec de la charge mentale ou de l'épuisement. J'en ai déjà parlé sur ce podcast, j'en ai parlé dans un épisode il y a quelques semaines, à la rentrée de septembre, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Et si ce n'était pas de ta faute, justement pour parler de la thématique de la psychiatrisation et de la sur-individualisation des problématiques. Et donc, évidemment, attention avec ce côté psychologisant, hein, si je reprends cet exemple-là, parce que je l'ai lu plein de fois dans des articles, etc. Le côté de les femmes ont beaucoup de charge mentale parce que les femmes sont plus obsessionnelles, parce que les femmes sont plus rigides, parce que les femmes sont... Bon, bref. Donc là, il faut avoir un petit peu d'esprit critique. D'ailleurs, Axel vous met ça dans la description. On a publié sur le site le replay de la masterclass que j'ai donné sur l'esprit critique, donc il est gratuit. On vous met le lien dans la description si vous voulez le recevoir, parce que je crois que c'est d'utilité publique en ce moment qu'on fasse de l'esprit critique. Donc, vous voyez, dans ce type de phrase, les femmes ont de la charge mentale parce que les femmes sont obsessionnelles, parce que les femmes sont plus rigides, parce que les femmes... Pardon, ça me fait m'étouffer. Les femmes ne savent pas lâcher prise, etc., etc. Il y a évidemment une thématique psychologisante, il y a une thématique de l'essentialisation. Hein. Les femmes, donc généralisation, les femmes, généralisation, sont, essentialisation, et là, insérer un truc psychologisant. Sont obsessionnelles, sont rigides, elles ont du mal à lâcher prise, elles sont trop stressées. Ah bon? Genre, faute à qui, en fait? Vraiment. Bref. Donc, le fait, quand tu reçois, par exemple, je prends l'exemple des femmes, mais ça marche pour toutes les minorités au sens pouvoir. Pas au sens du nombre, puisque les femmes ne sont pas une minorité de nombre. Bien entendu. Quand tu reçois, par exemple, des femmes, quand tu les accompagnes, le fait de pouvoir aussi éclairer les problématiques qu'elles vivent par la superstructure qui est celle du patriarcat, ça leur permet aussi de ressentir moins de culpabilité, à se dire qu'elles sont nulles et qu'elles sont pas à la hauteur et qu'elles devraient arriver à en faire plus et que pourquoi les autres mamans elles y arrivent et que moi je n'y arrive pas, et bref, tout ce genre de poids de la culpabilité, et donc aussi de les faire se sentir moins seules. Donc le troisième point de pourquoi ça vaut le coup de politiser, d'avoir une lecture politisée quand on accompagne, je m'étale pas trop dessus parce que j'en ai déjà parlé, c'est le fait de pouvoir donner de l'ampleur à tes accompagnements, on en a déjà parlé. Quatrième point, il y a des thématiques de tes bénéficiaires que tu n'arriveras pas à démêler avec uniquement un regard individuel. Exemple, entre guillemets tout bête, un sujet de couple. Le sujet du couple, par définition, déjà, avec un regard individuel, tu peux pas le démêler et en avoir, encore une fois, une lecture globale, systémique, avec de l'ampleur et de la granularité, puisqu'il faut au minimum avoir soit la version du conjoint ou de la conjointe, soit tout du moins la possibilité, parce que j'ai une lecture systémique, de faire l'écologie de ce que mon bénéficiaire est en train de me raconter et d'entendre qu'évidemment tout ce qu'il me rapporte est filtré à travers ses constructions du monde, etc., etc. Et évidemment, si je reprends cet exemple-là, il y a des thématiques que tu n'arriveras pas à démêler avec uniquement un regard individuel et qui prendront encore plus d'ampleur avec un regard politique. Je reprends l'exemple du couple, c'est comprendre que, je sais pas moi, ils viennent te voir parce que problématique de genre charge mentale, charge domestique, répartition des tâches, etc., etc. Si tu as un regard uniquement individuel, ou admettons c'est madame qui vient et elle te parle de ça, tu vois, ou allez monsieur, ça changera, c'est monsieur qui vient qui te parle de ça. Si tu as juste un regard individuel, tu vas passer
à côté du regard systémique du couple. C'est-à-dire tu vas passer à côté des dynamiques relationnelles, des enjeux de la relation, des compensations et des surcompensations de l'endettement de la relation, les jeux psychologiques qui s'entretiennent dans le couple. Tu vas passer à côté des aspects de morphostase et de morphogénèse du couple. Tu vas passer à côté de la question des rituels d'un couple et que peut-être il manque, ce couple, de rituels ordinaires, peut-être qu'ils sont tout le temps en morphogénèse et que du coup ils sont fatigués. Bref, tu vas passer à côté de tout ça. Et sans la lecture politique, tu vas en plus passer à côté du fait que peut-être ils sont tous les deux ultra patriarcalisés, en fait. Du coup, il y a pas, dans cet exemple, un méchant et un gentil. En fait, ils sont tous les deux dominés par ce système-là, mais évidemment, ils n'ont pas la même sociabilisation en tant qu'homme pour l'un, en tant que femme pour l'autre, dans un système patriarcal, ils n'ont pas la même la même sociabilisation primaire, et donc ils n'ont pas du tout ils n'ont pas appris du tout les mêmes stratégies de survie dans ce système-là. Et donc, bah, forcément, une fois en relation, ils n'ont pas du tout les mêmes stratégies pour communiquer, pour coopérer, etc., etc. Et puis, dernière chose que je voulais dire, c'est que, évidemment, avoir une lecture politisée, quand on est professionnel de l'accompagnement, ça peut permettre de s'engager, évidemment. Au minimum, quand je le disais dans cette masterclass, au minimum, ne dépolitisez pas les sujets que vous accompagnez, ne dépolitisez pas les bénéficiaires que vous avez en face de vous. Au minimum. Au mieux, vous pouvez contribuer, faire en sorte que vos accompagnements soutiennent les luttes. J'en ai parlé donc dans cette masterclass sur la politisation des accompagnements. Déjà, au minimum, quand je dis ne pas dépolitiser les sujets, ne pas dépolitiser les bénéficiaires, c'est déjà au minimum, effectivement, quand on accompagne sur les questions de genre, sur les questions de charge mentale, sur les questions de la sexualité, sur bref, ce genre de questions-là. On ne dépolitise pas la thématique patriarcale qui se trame derrière. Quand on accompagne sur les sujets du travail, on ne dépolitise pas la problématique de la domination au travail et du système qui le permet. Quand on accompagne des échos anxieux, je mets de très gros guillemets, puisque j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, vous connaissez, pour celles et ceux qui ont l'habitude de me suivre, mon avis pour le moins ultra critique de ce terme-là, c'est non, en fait, éco-anxieux, c'est psychiatriser, c'est surindividualiser et c'est dépolitiser la thématique écologique. Vous accompagnez des personnes racisées, on ne dépolitise pas l'organisation raciste de la société qui crée ces symptômes, qui crée ces situations que vous retrouvez après accompagner. Donc, au minimum, on ne dépolitise pas. On ne dépolitise pas, par exemple, en, comment dirais-je, en accentuant, en ne proposant que, voilà, c'est ça qu'il faut que je dise. On ne dépolitise pas en ne faisant que proposer aux bénéficiaires qui sont, par exemple, dans des situations pourries dans leur entreprise, côté entrepreneur, entrepreneuse pour celles et ceux qui les accompagnent, côté salarié pour celles et ceux qui les accompagnent, qui vivent des situations de stress, etc., on va pas leur répéter toute la journée qu'il faut qu'ils apprennent à lâcher prise. Parce qu'en fait, au-delà du fait que, bon, c'est pas si simple que ça, bien entendu, que ça peut alimenter de la lutte et compagnie, genre, le problème, c'est pas le conseil du lâcher prise. C'est pas ça, le souci. Le souci, c'est dans quel contexte il est donné, comment il est donné, à qui il est donné, avec quels autres outils il est donné. Parce que s'il s'agit juste d'expliquer à des salariés que leur patron est un casse-pied fini et qu'il faut qu'ils lâchent prise, ça s'appelle dépolitiser la problématique. Et ça s'appelle aussi, malheureusement, dans le pire des cas, passer à côté, par exemple, d'une situation de harcèlement, en fait. Donc, petit 1, on ne dépolitise pas les thématiques. Je pense à une entrepreneuse que j'ai vu passer il y a pas longtemps, je la citerai pas, c'est pas la peine, on n'est pas là pour shamer. C'est juste critiquer le discours qui fait un contenu sur Instagram pour expliquer que les salariés la différence entre les salariés qui progressent et les salariés qui ne progressent pas dans l'entreprise, c'est que les salariés qui progressent, ils prennent sur eux, ils comptent pas leurs heures, ils savent se taire de temps en temps, faire un peu le dos rond, etc., etc. Évidemment, ça me révulse, mais au-delà de ça, encore une fois, c'est la même chose. C'est qu'en fait, c'est dépolitiser la thématique du travail. En fait, c'est pas, mais bon, c'est une vision très 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 libérale du travail, hein, évidemment, mais c'est pas que le travail, c'est collectif, en fait. Et évidemment, le néolibéralisme a travaillé, enfin, le capitalisme d'abord, et le libéralisme, et puis le néolibéralisme ensuite, ont travaillé à rendre la thématique, entre guillemets, du travail comme un acte individuel. Mais évidemment que c'est pas individuel, évidemment que le travail, c'est collectif, et que nous devons, si je puis dire ça comme ça, en tout cas c'est quelque chose auquel je crois, remettre cette dimension collective au travail. Et donc, quand elle expose son avis, en effet, je ne partage pas.
certes, mais encore une fois, le sujet n'est pas là. Le sujet d'aujourd'hui, c'est de voir la dimension dépolitisante de ce genre de propos. En fait, un salarié qui prend sur lui et qui dit rien et qui fait des heures supplémentaires à plus savoir quoi en foutre, voire qui même pas payé pour ses heures supplémentaires, etc., pour avoir l'approbation de sa hiérarchie, gravir les échelons, etc., c'est dépolitiser le sujet de la domination au travail, en fait. Ou dépolitiser le fait que peut-être cet individu, il est constamment englobé, englué, peut-être même plutôt, dans une logique ultra méritocratique, quand on veut, on peut, tout ne tient qu'à toi, blablabla, il faut se donner à fond, hein, il faut se donner à 200%, blablabla. Bref. Donc, ne pas dépolitiser. 2, pourquoi pas faire en sorte que vos accompagnements soutiennent les luttes. Donc, déjà, soutenir les luttes, c'est déjà ne pas les entraver et donc ne pas dépolitiser. C'est ne pas entraver les militants et militantes que vous pouvez éventuellement accompagner. C'est leur accorder un soin tout particulier parce qu'ils sont souvent, évidemment, c'est vraiment une thématique d'épuisement, voire de burn-out militant, bien entendu. Et puis après, bon, il y a plein de choses dont j'ai parlé dans cette masterclass. Et puis surtout, dont on parlera dans la formation niveau 2, parce que oui, j'ai enfin sorti le niveau 2 de la formation posture. Ça fait des années qu'on me le demande. C'était pas le moment. C'était pas le moment, mais maintenant c'est le moment. C'est le moment, et donc il s'avère que justement, ce niveau 2, c'est accompagné avec une vision systémique. Donc une fois qu'on a fait le niveau 1, donc la formation à la posture, dont vous connaissez probablement, j'en parle très souvent, donc ma formation sur la posture d'accompagnement, niveau 1, où vous n'êtes pas formé avec moi, mais il s'avère, vous avez tout sur le site, que vous avez les prérequis, j'ai mis sur la page du niveau 2, vous avez le lien dans la description, les prérequis. On peut rejoindre donc ce niveau 2 accompagné avec une vision systémique. Il y a tous les liens dans la description. Je ne donne que quelques infos ici. À savoir que 1, on va attaquer en février 2025, avec un nombre de places très limité, comme dans toutes mes formations, et qu'il y a déjà des places qui ont été prises, donc il faut s'en occuper, si on veut venir. Deuxièmement, c'est une information importante. Pour l'instant, je ne ferai qu'une seule promo par an de cette formation. A priori, ça va pas changer. Donc, si on vient pas en février 2025, on ne vient pas avant, j'ai pas fixé la date, mais février, mars, avril 2026. C'est, encore une fois, moi, mon propos, c'est pas de vous foutre la pression en mode c'est maintenant ou jamais, machin, c'est juste je donne l'info parce qu'il faut pas que vous soyez déçus. Et 5 points de est-ce que je me retrouve là-dedans pour voir est-ce que ça peut t'intéresser, est-ce que tu as envie d'aller fouiller la page, etc. Donc, si tu te retrouves dans le fait que, tu aimerais donner une autre dimension à tes accompagnements pour les rendre plus globaux, pour les rendre plus impactants, pour les rendre plus englobants, va voir la page qui est dans la description sur la formation de niveau 2. Deuxième point, si tu te sens démuni quand il s'agit de lire la problématique de ton bénéficiaire à travers différents systèmes, système famille, système couple, système travail, système culturel, système politique, système religieux, blablabla, ça peut t'intéresser. 3. Si tu veux donner plus d'ampleur à tes accompagnements, mais que tu te sens perdu face à la quantité de connaissances à acquérir et d'arriver à faire la synthèse de toutes ces connaissances, à replacer tout ça, etc., ça peut t'intéresser, puisque ayez fait le travail de recherche, synthétisation, transmission. Si tu es frustré de ne maîtriser que l'accompagnement individuel et que tu veux faire évoluer ta pratique aussi, puisque dans cette formation, on va pas faire que de la politique, on va évidemment travailler sur le système familial, on va travailler sur le système couple, on va travailler sur le système travail, bien entendu. Si tu veux te sentir plus confiant pour gérer les problématiques d'ordre relationnel de tes actuels bénéficiaires, ou du coup pouvoir élargir aussi tes outils et tes cibles, et que tu veux aider tes bénéficiaires à sortir de leur schéma répétitif, ça peut t'intéresser. Et enfin, si tu souhaites te consolider concernant les systèmes politiques et sociologiques, puisque vous aurez un cours sur le capitalisme, vous aurez un cours sur le féminisme, vous aurez un cours d'antiracisme, donc il y a beaucoup de choses. Si tu souhaites te solidifier concernant les systèmes politiques et sociologiques qui créent certaines difficultés de tes bénéficiaires pour mieux les situer et ne pas accentuer leur culpabilité ou leur sentiment d'impuissance, ça peut t'intéresser. Donc, en résumé, c'est le programme introuvable ailleurs, me semble-t-il, puisque là, je vous ai mêlé psychologie, accompagnement, sociologie, sciences politiques. Donc, je suis vraiment pas peu fière de ce programme. Et donc, voilà, on vous met les liens dans la description pour aller voir ça et notamment voir les prérequis si vous n'êtes pas des anciens élèves de
du niveau 1, hein, tout simplement. Voilà, donc j'espère que cet épisode t'a plu, j'espère que ça t'a peut-être planté un petit peu des graines de réflexion et que ça te donne envie peut-être de politiser un petit peu. Encore une fois, hein, politiser, souvent ça fait peur. Hein, chaque fois que j'en parle en story, j'ai toujours une réaction en story du type qu'est-ce que tu entends par politiser, etc. Donc, vous l'avez bien vu hein, dans cet épisode, on n'a pas parlé de politique institutionnelle, on n'a pas parlé de politique politicienne, on n'a pas parlé de la politique, on parle du politique avec un P majuscule, ce qui régit la vie de la cité. Et évidemment que ce que nous faisons est politique. On a beaucoup parlé cet été avec le collectif qu'on a cofondé avec d'autres camarades comme Laure Daudier, Thomas Burbidge, etc., etc. Et c'est quelque chose dont je vous parle régulièrement dans vos accompagnements. Et votre entrepreneuriat est politique. Tout est politique. L'intime est par essence politique. Votre entrepreneuriat est par essence politique, d'autant plus si vous vous intéressez à la question de nouveaux modèles, si vous vous intéressez à la question de nouveaux modèles de gouvernance, si vous vous intéressez à comment est-ce qu'on peut concevoir vraiment des changements structurels, le travail avec un T majuscule, et donc l'entrepreneuriat évidemment en fait partie, c'est, me semble-t-il, vraiment un des axes comment dirais-je, d'action par lesquels on peut vraiment agir, transformer, modifier en dehors de la thématique de la politique institutionnelle. Si pour X ou Y raison, et vous en avez des raisons, vous y êtes hermétique, méfiant, que sais-je. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.